Dans la vie, il est courant de traverser des moments où l'on se déteste, que ce soit à cause d'une action, d'une caractéristique physique, ou simplement de la croyance que nous ne sommes pas à la hauteur. Ce sentiment naît souvent de l'idée que quelque chose en nous est imparfait, qu'il y a un manque ou un défaut qui nous fait sentir mal dans notre peau. Ces inconforts peuvent parfois être un catalyseur de changements positifs. Cependant, lorsque ce mécontentement se transforme en une haine profonde et prolongée, il devient une véritable autodestruction. Une question se pose alors. Cette haine de soi est-elle constructive ou est-elle simplement une illusion dévastatrice qui nous égare? La haine de soi peut s'immiscer lentement dans notre vie, à travers des pensées critiques récurrentes comme « je ne suis pas assez bon » ou « j'ai échoué ». Avec le temps, ces petites remarques intérieures évoluent vers un dégoût plus profond, qui affecte la manière dont nous nous percevons et envisageons notre place dans le monde. Ce mépris de soi ne se contente pas d'être un risque majeur pour notre bien-être, il peut aussi être totalement infondé. D'ailleurs, cette obsession de nos défauts peut même masquer une forme subtile de narcissisme, où l'on ne cesse de se concentrer sur soi-même, mais uniquement sous un angle négatif. Pourquoi alors en venons-nous à nous détester? Cette haine a-t-elle un quelconque mérite? Et comment peut-on s'en libérer? On pourrait faire une comparaison avec la colère. Croire que la haine de soi est une bonne motivation revient à penser que la rage est une solution efficace à nos problèmes. Parfois, cette haine peut effectivement nous pousser à franchir des limites que nous n'aurions jamais osé affronter auparavant. Mais cela justifie-t-il la douleur et les risques qui l'accompagnent? Oui, la haine de soi peut fournir un élan temporaire, mais les conséquences à long terme sont bien plus destructrices que les bénéfices de courte durée. Si elle n'est pas maîtrisée, elle finit par nuire gravement à la santé mentale et physique, nous enfermant dans un cycle destructeur de négativité qui nourrit le sentiment de n'être bon à rien. La haine de soi est également liée à des comportements autodestructeurs qui peuvent apparaître positifs au premier abord. Par exemple, quelqu'un de trop obsédé par un mode de vie sain pourrait en réalité dissimuler un trouble alimentaire motivé par un profond mépris de son propre corps. Ou encore, une personne extrêmement ambitieuse pourrait en réalité être poussée par un sentiment d'inadéquation, se condamnant à l'épuisement. Sur le long terme, cette haine nous isole, nous plonge dans des addictions, des punitions auto-infligées, voire des pensées suicidaires. Alors, d'où provient cette haine de soi? Ses racines sont complexes et variées. Cela peut être le résultat de harcèlement qui nous fait croire que nous sommes inférieurs ou profondément défaillants. Nous pouvons aussi nous détester pour ne pas avoir atteint les attentes sociétales de réussite, nous percevant comme des ratés. Parfois, il s'agit même d'un rejet généralisé de l'humanité, un nihilisme qui nous pousse à croire que notre existence même est futile. De mon expérience personnelle, la haine de soi est souvent une lutte intime, dirigée contre nous-mêmes, à cause de cette constante impression de ne pas être suffisamment bon ou de ne pas pouvoir se comparer favorablement aux autres. Je me souviens de mon propre parcours, lorsque le nombre de vues sur ma chaîne YouTube a chuté après des années de succès. Malgré mes efforts pour rester optimiste, des moments sombres se sont installés dans ma vie. Je me suis demandé, suis-je un échec? Que penseront les autres de cette déchéance? J'étais furieux contre moi-même pour les erreurs commises et je m'en voulais de ne pas avoir travaillé plus dur, même si la réalité était que j'étais simplement épuisé. Cette spirale de doute a grignoté peu à peu ma confiance. J'ai appris pourquoi les gens peuvent en venir à se détester pour leurs échecs. La haine de soi, née de la peur de l'échec, est l'une des formes les plus courantes dans notre société actuelle. Beaucoup de gens ressentent cette honte, cette culpabilité, et se reprochent de leur propre faiblesse. Alors, comment sortir de cette impasse? La première étape consiste à reconnaître que cette haine de soi n'est pas la solution. Au contraire, elle nous retient, nous piège. Il est essentiel de réorienter notre énergie non pas vers l'autodestruction, mais vers la compréhension de nos erreurs et la bienveillance envers nous-mêmes.
parce qu'au fond, la véritable force réside dans la capacité à se pardonner et à accepter notre humanité, dans toute son imperfection. La peur d'être jugé pour son manque de statut social est une angoisse constante dans nos vies. Ce sentiment est particulièrement exacerbé aujourd'hui, dans un monde où la réussite est de plus en plus glorifiée. Il n'est donc pas surprenant que l'autodénigrement fasse partie intégrante de nos réactions à l'échec. Dans son livre « La société de l'épuisement », le philosophe Byung-Chul Han explique comment nous sommes passés d'une société de la discipline à une société de la performance. Autrefois, la société de la discipline fonctionnait par des interdictions, des noms imposés, et ceux qui y contrevenaient étaient qualifiés de déviants ou de criminels. Aujourd'hui, la société de la performance est régie par l'idée du oui et de la possibilité illimitée. Cette transition crée une séparation nette entre les vainqueurs et les perdants. De ce fait, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tant de gens se perçoivent comme des perdants dans cette course à la performance. Ils se jugent sévèrement pour ne pas être devenus des entrepreneurs à succès, des millionnaires, ou tout simplement pour ne pas atteindre les critères que la société leur impose. Ils intériorisent ces attentes, se convainquant d'être des échecs, comme si la société elle-même leur avait attribué cette étiquette. Ces injonctions sociales mènent souvent à une forme de haine de soi, alimentée par le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Ce mécontentement peut aussi découler d'aspects innés que nous ne pouvons pas ou avons du mal à changer. Un exemple frappant est celui du lookisme, cette discrimination basée sur l'apparence physique. Il s'agit de l'idée que les individus sont traités différemment selon la conformité de leur apparence aux standards esthétiques de la société. En d'autres termes, les personnes perçues comme belles bénéficient de plus de privilèges, tandis que celles jugées moins attrayantes subissent un traitement défavorable. Cette réalité, soutenue par de nombreuses études, montre que le lookisme peut influencer profondément notre destin. Si l'ampleur de son impact sur la vie est débattue, il est clair que se sentir inadéquat sur le plan esthétique peut mener à l'autodénigrement. Prenons par exemple le phénomène des incels, Involuntary Celibates, une communauté en ligne où certains membres nourrissent un mépris profond pour leur propre apparence physique, se considérant comme sous-humains à cause de leurs traits jugés non conformes aux normes de beauté. Ils en viennent à renoncer à toute forme de relation intime et à cultiver une haine exacerbée de soi-même, alimentée par des perceptions d'infériorité physique. Ici, la société est-elle entièrement responsable de ces sentiments destructeurs? C'est une question complexe qui mérite une réflexion plus approfondie. Mais ce qui est certain, c'est que cette haine de soi est souvent enracinée dans des aspects de notre être que nous croyons immuables. D'un autre côté, la haine de soi peut aussi provenir de nos actions passées, de nos erreurs que nous regrettons. Nous portons parfois en nous un fardeau de honte, parce que nous avons agi de manière humiliante ou avons maltraité autrui, y compris ceux que nous aimons. Il se peut que nous ayons manqué de courage à un moment clé, et ces souvenirs nous hantent encore. Ces expériences deviennent un poids que nous portons constamment, nous auto-punissant par des pensées de culpabilité. Certaines personnes vont jusqu'à s'interdire le bonheur, estimant que leurs erreurs passées les rendent indignes d'une vie épanouie. Mais cette autocondamnation, bien qu'elle puisse sembler noble ou juste, est-elle vraiment un moyen constructif de gérer le passé? Il est aussi fréquent que la haine de soi émerge des traitements que nous avons subis de la part des autres. Nous pourrions nous en vouloir d'avoir été victimes de harcèlement. Peut-être avons-nous intériorisé les propos ou les actes de nos agresseurs, en croyant véritablement que nous valions moins qu'eux. Il se peut aussi que nos parents aient mal agi envers nous et nous nous sentons coupables de cela. Cette logique tordue nous conduit à croire que, si d'autres nous ont piétinés ou traités comme des moins que rien, il doit bien y avoir une raison à cela, n'est-ce pas? Alors, nous acceptons simplement cette idée que nous sommes inférieurs, indignes d'être aimés.
il est intéressant de constater que la haine de soi se manifeste souvent dans notre manière d'interagir avec le monde et de nous présenter. En réalité, l'autodénigrement contient une forme paradoxale d'auto-obsession. Même si cette concentration est axée sur nos défauts, elle reflète une obsession malsaine de notre propre personne. En ce sens, la haine de soi est une forme perverse de narcissisme. Nous nous investissons tant dans cette perception négative de nous-mêmes que cela devient un cycle de mépris et de désespoir. Cette obsession du soi nous consume jusqu'à occuper une place démesurée dans notre esprit. Et cela mène à une question fondamentale. Sommes-nous vraiment si importants au point de consacrer tant d'énergie mentale à notre propre mépris? Lorsque nous nous détestons, nous tombons dans un paradoxe fascinant. Nous haïssons notre personne tout en étant totalement obsédés par elle. C'est comme si notre propre image nous hantait et nous étions condamnés à revivre sans cesse ce cycle de rejet de soi. Peut-être, dans ces moments-là, devrions-nous nous demander: suis-je réellement si central dans l'univers pour que mon être mérite autant d'attention, même négative? Permettez-moi de partager une histoire. Lorsque j'avais 18 ans, lors de ma première année à l'université, j'ai dû présenter un exposé devant des centaines de personnes. J'étais si nerveux que mon esprit est devenu totalement vide et j'ai fini par me ridiculiser. Les réactions de l'audience se sont manifestées par des « oh » pleins de pitié, une expérience profondément embarrassante. Ce souvenir m'a hanté pendant des années. Même aujourd'hui, lorsque j'y repense, je ressens encore un malaise. Pourtant, je suis convaincu qu'aucune des personnes présentes ce jour-là ne se souvient de cette brève présentation. Et si quelqu'un s'en souvient, il est peu probable qu'il me méprise pour ce moment de stress. Car l'anxiété lors d'une présentation n'est pas une raison pour haïr quelqu'un, et ces 5 minutes gênantes n'ont finalement que peu d'importance dans le grand schéma du monde. Bien que cet épisode fût significatif pour moi, il est minuscule à l'échelle de l'univers. Alors, pourquoi ai-je continué à me torturer mentalement pendant tant d'années à cause de cela? Pourquoi tant de personnes qui se détestent elles-mêmes sont-elles obsédées par ce qu'elles ont fait, ce qu'elles ont dit, la manière dont elles se perçoivent ou les accomplissements qu'elles n'ont pas atteints? Il existe un exercice philosophique tiré du stoïcisme, appelé « The View from Above » ou « La vue d'en haut », que j'avais exploré dans une de mes vidéos. Cet exercice nous invite à observer notre existence depuis une perspective cosmique. En nous rappelant notre petitesse face à l'immensité de l'univers, nous réalisons que les raisons pour lesquelles nous nous haïssons sont souvent insignifiantes. Mais dès que nous revenons à une vue plus étroite, à nos expériences humaines, il est facile de replonger dans la spirale de l'autodétestation. Nous pouvons encore nous regarder dans le miroir et y voir nos échecs et nos défauts. Bien qu'il soit vrai que certains de ces défauts soient réels, sont-ils vraiment des raisons suffisantes pour justifier la haine de soi? Ne sommes-nous pas parfois coupables de gonfler démesurément l'importance de ces imperfections? Et la signification que nous leur accordons reflète-t-elle vraiment qui nous sommes? Prenons un exemple concret. Échouer dans le monde des affaires ou rater un examen signifie-t-il que nous sommes irrémédiablement inutiles ou condamnés à échouer dans la vie? Si nous ne répondons pas aux standards de beauté de la société, cela veut-il dire que nous ne trouverons jamais l'amour? Sommes-nous vraiment des moins que rien, à tel point que la disparition de notre lignée pourrait être bénéfique pour l'humanité? Ces pensées distordues sont souvent à la racine de l'autodénigrement. Ceux qui se haïssent, en particulier ceux qui en sont profondément imprégnés, tendent à sélectionner les informations qui nourrissent leur haine. Ils cherchent à se conforter dans des communautés où les membres partagent et amplifient ces perspectives biaisées, renforçant ainsi leur propre mépris. Un exemple frappant de ce phénomène est celui des incels, involuntary celibates, ces hommes qui, par frustration, renoncent à toute relation intime. Bien que certains de leurs arguments sur l'apparence et la dynamique des rencontres puissent contenir une part de vérité,
leur vision est déformée lorsqu'ils exagèrent certains éléments pour justifier leur haine envers eux-mêmes et les autres. Par exemple, lorsqu'une femme choisit un homme beau plutôt qu'un autre, cela devient la preuve que, selon eux, tout est perdu pour les sous-hommes. Mais lorsque l'on pointe du doigt un homme d'apparence ordinaire en couple avec une femme attirante, ils rejettent immédiatement cet exemple en affirmant qu'il doit être riche ou que c'est une exception. Ainsi, les raisons que nous invoquons pour justifier la haine de soi sont-elles vraiment fondées? Ne sommes-nous pas en train de bâtir cette haine sur des informations déformées? Est-ce que nous ne maintenons pas cette autodétestation à cause d'une perception erronée de la réalité? Prenons un autre exemple. Si l'on échoue à un examen pour obtenir son permis de conduire, cela signifie-t-il que nous sommes des ratés en tant qu'individus, incapables de réussir quoi que ce soit, encore moins de conduire un véhicule en toute sécurité? Ou bien est-ce simplement un indicateur que nous n'avons pas encore acquis les compétences nécessaires pour conduire en toute sécurité? Si nous ne répondons pas aux normes de beauté imposées par la société, cela signifie-t-il que nous sommes inférieurs? Ou bien cela reflète-t-il simplement un manque dans une dimension valorisée socialement, sans pour autant diminuer notre valeur intrinsèque, nos talents dans d'autres domaines, ou notre capacité à trouver le bonheur? Imaginons que nous parvenions à avoir une vision objective et raisonnable de nos forces et faiblesses. Devons-nous pour autant continuer à nous haïr? Admettons que nous ayons des défauts, tout le monde en a, que nous ayons un passé peu reluisant ou que nous n'ayons pas été avantagés dans la loterie génétique en termes d'apparence. Quelle est la prochaine étape? Quel choix avons-nous, à part rester sur le canapé à nous détester? Si l'autodétestation vous a englouti, existe-t-il une lueur d'espoir? Existe-t-il un chemin vers l'avant? En vérité, il y a bien des aspects de notre situation que nous pouvons transformer. Nous devons reconnaître que la haine de soi est souvent basée sur des perceptions exagérées ou biaisées de notre propre personne. Apprendre à réévaluer ses pensées, à accepter nos imperfections, tout en cherchant à les améliorer, est une voie vers la réconciliation avec nous-mêmes. Car en fin de compte, ce n'est pas notre apparence, nos échecs ou nos succès qui définissent notre valeur intrinsèque, mais notre capacité à apprendre, à évoluer et à persévérer. Nous pouvons changer notre apparence jusqu'à un certain point, atteindre des objectifs ou déménager. Nous avons la possibilité d'agir dans le présent pour façonner un futur meilleur. Nous pouvons faire de l'exercice, adopter une alimentation saine, devenir plus généreux et bienveillants. Mais il existe de nombreuses choses que nous ne pourrons jamais changer. Le passé est immuable. Les circonstances extérieures échappent souvent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas totalement transformer notre apparence physique, modifier le lieu de notre naissance, effacer les erreurs que nous avons commises, ni réécrire ce que d'autres ont dit ou fait à notre égard dans le passé. Alors, comment faire face à la haine de soi qui découle de tout cela? D'un point de vue stoïcien, le problème ne réside pas dans nos circonstances, mais dans la manière dont nous réagissons à ces circonstances. La haine de soi n'est qu'une réponse à ce que nous vivons. Elle émerge des pensées que nous entretenons à propos de ce qui se passe. Dans la société, vous rencontrerez des personnes qui ont des vies bien plus difficiles que la vôtre, mais qui ne manifestent aucune forme de mépris envers elles-mêmes. Ce que j'ai appris au cours de mes voyages, c'est que tout est relatif. Il existe des façons infinies d'appréhender et de ressentir la vie. J'ai rencontré des individus qui, selon les standards de réussite de la société occidentale, seraient considérés comme des échecs complets. Pourtant, ils figuraient parmi les personnes les plus heureuses que j'ai jamais connues. Si vous vous considérez comme un moins que rien, indigne de vivre, sortez, explorez, et vous constaterez combien de personnes qui ne correspondent pas du tout aux standards esthétiques sont engagées dans des relations et mènent leur vie avec une relative sérénité. Certaines d'entre elles sont même très heureuses. Alors, cette haine de soi, de quoi s'agit-il réellement? Est-ce une réaction excessive face à la vie?
Pourquoi nous immergeons-nous si profondément dans l'autofocalisation, obsédés par ces pensées et émotions qui tournent autour de nos imperfections perçues? Ne pourrait-il pas y avoir une manière de vivre plus constructive? Épictète, le philosophe stoïcien, disait qu'une personne non éduquée blâme le monde. Une personne qui commence à apprendre se blâme elle-même, mais une personne bien éduquée ne blâme ni le monde ni elle-même. S'auto-accuser n'est pas productif. C'est illogique. Cela ne nous aide en rien. Que cherchons-nous à accomplir en nous reprochant constamment nos défauts et nos imperfections? D'un point de vue stoïcien, le problème ne se situe pas dans les événements eux-mêmes, mais dans le fait de chercher un coupable, dans ce besoin de désigner une faute. J'étendrai cette réflexion à la haine de soi. Lorsque cette haine nous ronge, l'espoir ne réside pas dans la modification des circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous les affrontons. Vous pouvez haïr le monde ou vous haïr vous-même, mais au final, quel bénéfice cela vous apporte-t-il? En quoi cela améliore-t-il votre situation ou contribue-t-il à votre bien-être? La vérité, c'est que le chemin pour sortir de la haine de soi ne se trouve pas dans la culpabilité ou dans l'accusation. Il se trouve dans l'acceptation et la maîtrise de soi, dans le fait de comprendre que ce n'est pas ce qui nous arrive qui importe, mais notre manière d'y réagir. Accepter nos limitations, nos erreurs passées et les aspects de notre vie que nous ne pouvons pas contrôler est une étape clé pour se libérer du poids de la haine de soi. Car, en fin de compte, ce n'est pas en nous accablant que nous avançons, mais en choisissant de réagir différemment à ce qui nous arrive. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires et ensemble, partageons nos connaissances et répandons des ondes positives.